Un manque donc à gagner pour les paysans et leurs produits qui manquent de visibilité face aux grandes surfaces. Terre de Liens constitue ainsi un moyen pour les paysans et les consommateurs de préserver les terres agricoles, rapprocher les consommateurs de la production locale et accompagner l'installation de nouveaux producteurs. Un financement participatif et citoyen a été lancé afin de récolter les fonds nécessaires à l'acquisition. Cormeilles en Parisis, le nouveau collège portera le nom de Louise Weiss. Les collégiens ont opté eux-mêmes pour le nom de cette femme, considérée comme la mère de l'Europe. Le prochain conseil municipal de Cormeilles va en effet proposer de donner ce nom au nouvel établissement qui a ouvert ses portes à la rentrée de septembre au Bois-Rochefort. Louise Weiss, diplômée d'Oxford, avait cherché à rapprocher la France et l'Allemagne pour fonder une Europe politique, ce qui lui vaudra d'être qualifiée de mère de l'Europe. Elle a également un lien avec Cormeilles en Parisis, puisqu'elle est la nièce par alliance de Louis Mons, maire de la ville de 1892 à 1899. Avec le chantier sur la 16, la bretelle est fermée à Baillet-Montsou vers la Francilienne. Dans le cadre des travaux de prolongement de l'A16, SANEF finalise les bretelles d'entrée et de sortie de la RN 104 au niveau de la voirie circulaire de la Croix-Verte. Pour assurer la sécurité de tous, ces travaux sont réalisés sous coupure de circulation. Du mercredi 25 septembre au mercredi 2 octobre, la circulation sera interrompue sur la bretelle d'insertion de l'échangeur de la Croix-Verte vers la Francilienne en direction de Roissy, de jour comme de nuit. Faites une virée au cœur du village de Nucourt en 1900. Le samedi 5 et dimanche 6 octobre, venez découvrir l'exposition consacrée au petit village du Vexin. Elle se déroulera de 10h jusqu'à 18h dans la salle du foyer rural de Nucourt. Elle est composée de documents et plans inédits, photos, cartes postales et objets de la vie courante. L'exposition est organisée par la commune et le comité Nucourt en 1900. On referme ce flash avec du sport et la performance de 10 marathons en 10 jours pour Julien Bigorne. Dans le Piémont, en Italie, Julien Bigorne est devenu le premier athlète du Val d'Oise à finir une compétition de 10 marathons en 10 jours. Le sociétaire de Saint-Brice Athlétisme a tout simplement bouclé en 54h55 les 422 km de l'épreuve du lac d'Horta. Il termine même 3e chez les 35-39 ans. Julien Bigorne était déjà devenu le premier Français à finir en l'espace d'un an les 6 majeurs: Londres, Berlin, Chicago, New York, Tokyo et Boston. Il ambitionne maintenant de devenir le premier Français à finir un marathon sur chacun des continents. 9h05 sur LFM Radio Anguin, c'était la matinale. Très bonne journée. Rendez-vous demain matin, 7h, 9h. Voici maintenant le bar de l'économie avec Florence Fleur. Très bonne journée. Quand vous parlez au micro, c'est vrai que c'est mieux de mettre le casque. Comme ça, dès que vous vous éloignez du micro, vous voyez qu'on entend moins bien. Ok. Quand vous parlez pas, vous l'enlevez. Quand vous parlez pas, vous pouvez l'enlever parce que je vais tenter des blagues. Hein. Ça fait mal aux oreilles. Des blagues. On va voir. Il faudra rigoler alors. On va faire un gros bruit, mais ça va être chaud. Oh, tu nous fais un signe alors, hein, pour qu'on soit sûr que c'est à ce moment-là qu'il faut rigoler. Je vous fais un petit clin d'œil. Vous racontez n'importe quoi, j'ai même pas entendu. T'inquiète pas. On va pas d'émission, bonjour, au revoir. Voilà, ça va être le grand bazar aujourd'hui. On va partir encore. Presque. On y va. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue au bar de l'économie. Si vous voulez tout savoir et tout voir sur l'émission, eh bien rejoignez-nous pour la vidéo live sur Facebook. Vous pouvez aussi interagir et laisser vos commentaires. En tout cas, vous allez sur Facebook, page bar de l'économie. Et bien sûr, on nous écoute toujours en FM 98.0 et en web radio sur idfm98.fr. Alors aujourd'hui, avec nos invités, nous allons aborder eh bien, différents thèmes, notamment le thème du Serious Game, le thème de comment mieux enseigner, le thème donc des compétitions entre les places aéroportuaires, la mission économique au Japon à Nagoya qui va bientôt se dérouler et la situation économique du Val d'Oise. Et pour cela, eh bien, je remercie mes invités du jour d'être en présence en studio avec moi. À mes côtés, c'est Jean-François Benon, qui est le directeur général du comité d'expansion économique du Val d'Oise. Et puis Jordan Paquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de T-Lips, qui développe un logiciel, entre autres, pour les profs. Et vous faites aussi ce qu'on appelle du Serious Game. Donc on saura tout à l'heure avec vous. Mais tout d'abord, comme d'habitude, eh bien, ce sont les infos du jour. Alors, je rappelle, la première info, c'est la consultation citoyenne mise en ligne par le gouvernement sur le site du ministère de l'Agriculture jusqu'au début octobre, donc jusqu'au 1er, sur le sujet de l'épandage de produits chimiques tels que le glyphosate. Donc, si vous voulez interagir là-dessus, allez sur glyphosate.gouv.fr. Sur agriculture plutôt .gouv.fr
produits phytosanitaires mis en consultation. Voilà. Lundi, je vous annonçais la faillite de Thomas Cook UK, mais la société française n'a pas encore déposé son bilan. Donc si vous êtes en voyage avec eux, rapprochez-vous rapidement de votre agence car la société vient d'annoncer qu'elle va demander sa mise en redressement judiciaire. De toute façon, elle ne peut pas faire autrement. Thomas Cook France a annoncé que 9 842 de ses clients se trouvaient actuellement en vacances. Un numéro d'urgence, le 01 45 05 40 81, a été mis en place pour les voyageurs actuellement en vacances. Je le mettrai sur Facebook tout à l'heure si vous voulez. Si vous avez pris une réservation auprès d'eux, mais que vous n'êtes pas encore parti, contactez-les également. On apprend aussi que cela fait 5 ans que Thomas Cook est en mauvaise santé et que l'équipe dirigeante aurait pris en salaire et en prime environ 20 millions d'euros. Autre nouveauté, c'est la volte-face du gouvernement. Pour les aides à domicile, il renonce à raboter la niche fiscale pour les personnes âgées non dépendantes. Le Premier ministre Édouard Philippe a mis les choses au clair. Mardi, tout comme le président Macron, j'ai demandé à la ministre du Travail de renoncer à cette mesure, a indiqué le Premier ministre devant l'Assemblée nationale. Je veux donc rassurer les professionnels et les employeurs. Ces mesures n'entreront pas en vigueur. Cette niche fiscale permet aux personnes âgées de plus de 70 ans d'embaucher une aide à domicile pour le jardin, le ménage ou les courses sans payer de cotisation patronale. Et du coup, le président Macron s'est exprimé sur ce sujet hier de New York. Je vous invite d'ailleurs à écouter ce qu'il dit. C'est très finement dit. On voit que les élections ne sont pas loin. Autre mesure, procédure de destitution engagée par les démocrates envers le président Trump. Une chasse aux sorcières de caniveau, a dénoncé le président, recevant la nouvelle alors qu'il était à l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Et du coup, un peu après, il en a profité pour demander à ses partisans de commencer à financer sa future campagne électorale. Je rappelle que c'est aussi pour fin 2020. Le président américain s'octroie d'ailleurs régulièrement la bonne santé de Wall Street, qu'il en profite d'ailleurs actuellement pour rappeler que c'est une période sans crise d'envergure, une prospérité alimentée depuis son arrivée par les réformes qu'il a menées sur la fiscalité et la déréglementation mise en œuvre. Les économistes de leur côté estiment que même en cas de destitution, les politiques déployées resteraient similaires, donc pas de récession en cas de destitution, mais les observateurs s'accordent sur le fait que cette procédure aura peu de chances d'aboutir. C'est la présidente démocrate de la Chambre basse, Nancy Pelosi, qui a annoncé ce souhait des démocrates de demander la procédure officielle de destitution. Les actes du président jusqu'à ce jour ont violé la Constitution, a-t-elle dit, à quelques 400 jours de l'élection présidentielle. C'est une mesure qui semble impopulaire dans les sondages et à l'issue très incertaine. C'est ce que disent les économistes. Et cela représente un pari risqué car les républicains restent en majorité très fidèles à Donald Trump. Seuls 2 présidents américains ont été mis en accusation dans l'histoire. Les démocrates Andrew Johnson en 68 et Bill Clinton, poursuivis pour parjure en 98 après sa liaison avec la stagiaire de la Maison Blanche, Monica Lewinsky. Sébastien Mazin-Pompidou, notre économiste fidèle à notre émission, est de retour. Ça y est, toute l'équipe est au complet. Sébastien, voulez-vous réagir ? Un petit commentaire, moi je trouve que c'est mine de rien une bonne chose pour Donald Trump, puisque paradoxalement ça va faciliter sa communication, puisque jusqu'à l'élection présidentielle américaine, on va parler que de lui. Donc ça lui fait de la pub gratuite, et on sait que ce n'est pas quelque chose qui le dérangera, puisque en face, le Parti démocrate est plutôt déchiré entre son aile gauche et son aile droite. Donc au final, on parlera des démocrates au sens large, sans associer l'image d'un leader charismatique qui pourrait affronter Donald Trump, à Donald Trump et à toutes ces histoires. Je vous rappelle que Donald Trump, au début de son mandat, a été accusé de cassettes sexuelles, a été accusé de plein de choses en ce sens. Ça ne l'a jamais pénalisé, ça l'a toujours renforcé. Donc je trouve que ce n'est pas forcément une bonne idée des démocrates de mettre ça en place. Comme vous le disiez Florence, moins de 2 ans des élections, ça ne va mettre que l'eau dans son moulin et il y a de grandes chances que ça vienne l'aider à reconquérir le siège de la Maison-Blanche. Merci Sébastien Mazin-Pompidou. Autre info du jour, c'est la start-up Technocarbone Technologie France que nous avions reçue l'an passé et qui développe une famille de matériaux à haute performance technologique pour le bâtiment et environnemental en plus, pour révolutionner l'architecture et l'industrie en inversant le changement climatique, disait-il, grâce à la création d'un nouveau puits de carbone dans les villes durables. Créée en 2018, elle compte parmi ses partenaires Eiffage, NGE, l'ADEME, la CCI, le CCI Paris-Île-de-France ou encore la BPI.
eh bien, elle lance une levée de fonds sur une courte période, en 28 jours, sur la plateforme Ayomi, en ouvrant son capital à hauteur de 150 000 €. C'est pour installer leur usine. Vous pouvez vous rendre sur cette page projet pour y trouver une description plus détaillée et les documents officiels. Il faut aller chercher le lien sur la page de crowdfunding Technocarbone Technologie France. Le prix unitaire est à 9,47 € l'action. Le ticket minimum 400 €, j'arrondis, soit 42 actions de la société. Exemple, pour 1003 € investis, cela correspond à 106 actions de l'entreprise et ça vous octroie une réduction d'impôt de presque 181 €. Donc c'est assez intéressant. Zéro frais d'investissement, c'est gratuit d'investir via Ayomi. Donc allez sur cette plateforme et recherchez Technocarbone Technologie. Franchement, c'est très intéressant. Autre info du jour, c'est Jean-Michel Blanquer qui promet une hausse en moyenne de 300 € par an du salaire des professeurs en 2020 et une hausse des primes pour les professeurs qui exercent en réseau d'éducation prioritaire renforcée, plus 1 000 € l'année dernière. Et donc, ce sera une prime en 2020 de 2 000 €. Voilà, ça c'était l'annonce que j'ai entendue sur BFM TV. Autre info du jour, c'est la médaille de l'innovation 2019 du CNRS qui est décernée à une femme et à 3 hommes. Eh bien, les voici. Il s'agit de la première. C'est donc pour leurs recherches exceptionnelles qui ont conduit à des innovations marquantes sur le plan technologique, économique, thérapeutique ou social. Et c'est de ça dont j'avais envie de vous parler car c'est vraiment porteur de plein d'espoir. La première, c'est Anne Esland, un nouveau pas vers la miniaturisation des satellites. Elle est présidente directrice générale de TrustMe, une start-up spécialisée dans la propulsion des satellites miniaturisés qu'elle a fondée en 2017 avec son collègue, un russe. Ensemble, ils développent 2 innovations majeures pour réduire la taille des propulseurs utilisés par les satellites pour se maintenir en bonne orbite. Et souvenez-vous, je vous avais parlé des différentes sociétés qui lancent des milliers d'orbites de satellites pour que l'on puisse justement tous avoir de très bonnes connexions Internet. Le deuxième récompensé, eh bien, c'est un homme, c'est Vance Bergeron. Alors c'est une échappée contre la paralysie. Il est lui-même devenu tétraplégique à la suite d'un accident de vélo. Il est privé de l'usage de ses mains. C'est un physicien au laboratoire de physique du CNRS, bien sûr, au laboratoire de physique de l'ENS de Lyon. Il développe des solutions pour améliorer la qualité de vie des paralysés grâce à une activité physique quotidienne, la stimulation électrique fonctionnelle qui remobilise les membres paralysés grâce à des faibles impulsions électriques. Épaulé par son ancien doctorant Amin Methani, il crée ensemble la start-up Circle pour développer des vélos et des rameurs à électrostimulation destinés bien sûr à des centres de réadaptation fonctionnelle. Donc je pense que là c'est vraiment très porteur d'espoir. Autre récompensé, c'est Orphée Kuga, à la recherche de hors-piste avec le dépôt de 12 familles de brevets et la cofondation de start-up aux adaptations radicalement différentes. Il explore le magnétisme dans les milli- et microsystèmes. À Grenoble, son groupe amorce le développement moteur et générateur de sub-miniatures. Et puis, il développe des dispositifs originaux en lévitation, car désormais, des applications destinées aux technologies médicales, eh bien, c'est dans ce domaine qu'il a décidé de se spécialiser. Et ses travaux ont abouti à la start-up Enerby, où une bouche d'aération connectée récupère sans contact, grâce à la rotation d'une hélice, assez d'énergie pour alimenter des capteurs intégrés pour mesurer la qualité de l'air. Plus ambitieuse encore, il a développé MAG IA, qui offre des diagnostics en 15 minutes. L'instrument se contente d'une goutte de sang pour détecter et quantifier simultanément les hépatites B, C ou encore le VIH. Et enfin, dernier récompensé, c'est Livio de Luca, un œil sur le patrimoine. Elle s'est d'abord formée en tant qu'architecte, puis diplômée des arts et métiers en informatique. Livio de Luca se définit comme un chercheur en numérisation du patrimoine. En 2013, ses travaux ont abouti à NUB, ou NUBES si vous voulez, un système d'information 3D pour l'étude historique et l'analyse de l'état de conservation des édifices. Il a donc accompagné l'émergence de la start-up Mercurio, spécialisée dans les solutions modulaires pour la numérisation 3D des collections de musées. Ces travaux sont transposés en 2018 dans le monde des sciences collaboratives avec Aioli, une plateforme qui fait communiquer à tous les acteurs du patrimoine culturel. Chacun peut y ajouter ses propres photos, annotations d'objets patrimoniaux, améliorant chaque fois un peu plus le double numérique de l'objet patrimonial en question.
Livio De Luca coordonne à présent le groupe de travail du CNRS sur les données numériques relatives à Notre-Dame de Paris. On finit nos infos avec notre chroniqueur du jour, notre chroniqueur et économiste qui est revenu de vacances, c'est Sébastien Mazin-Pompidou. Alors Sébastien, quelle revue d'actualité sur l'état économique ? Eh bien, bonjour à tous, bonjour Florence. Pour le coup, j'ai voulu prendre un peu de contre-pied la tendance de la rentrée qui se veut toujours très sérieuse sur les sujets économiques et souvent déprimante. Il suffit pour ça là, de regarder la 15 ou la 16 et de passer en boucle les émissions pour s'apercevoir que rien ne va dans le monde. Du coup, cet été, en réfléchissant autour de cette problématique, j'ai eu l'envie de faire un billet un peu plus léger, voire humoristique. Donc je compte sur Philippe, amateur de bonnes blagues, pour se forcer à rire lorsque je sortirai quelque chose et lui ferai un petit clin d'œil. Cet été, du coup, qu'est-ce qui a attiré mon attention ? Eh bien, tout d'abord, pour commencer, le jour de la rentrée, c'était l'Express qui publiait un article assez intéressant qui s'intitulait, je ne peux pas vous le montrer, mais c'est écrit comme ça, « Pourquoi le montant de la taxe foncière pourrait fortement augmenter ?» Après tout, pourquoi pas ? Franchement, qu'est-ce qu'on peut y faire et qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Ce serait beaucoup plus surprenant de lire dans un magazine comme l'Express pourquoi le montant de la taxe foncière pourrait fortement baisser. Honnêtement, entre nous, il serait plus probable de lire pourquoi Patrick Sébastien va représenter la France à l'Eurovision ou encore pourquoi David Guetta mixe les bras en l'air. Sérieusement, a-t-on vraiment besoin de ce genre d'article le jour de la rentrée des enfants ? Je veux dire, tous les parents se disent « Ouf !» je vais enfin retourner au travail et me reposer. Ça fait 3 semaines que je les ai sur les bras, je n'en peux plus. Eh bien non, l'Express ne veut pas qu'on décompresse. Ils veulent nous maintenir la tête sous l'eau, nous faire souffrir. Or, quand on souffre, on transpire. Quand on transpire, on emmerde plus de gens dans le métro. Bref, on souffre et bref, merci l'Express. Toujours dans l'Express, cette fois-ci, fin août. Accrochez-vous, le titre est véridique. La nouvelle carotte d'Uber pour faire rouler ses chauffeurs. Le titre m'évoque 2 choses. La première, c'est que les chauffeurs sont visiblement végétariens, ou alors qu'ils raffolent de la blanquette. D'ailleurs, Florence, comment est votre blanquette ? La deuxième chose, c'est que je crois que ce sont ces mêmes chauffeurs qui, à cause du beurre, qui leur avaient peut-être mis un peu trop de carottes, se sont mis à bloquer la porte-maillot, ingrédient à ne pas mettre dans la blanquette, pour exprimer leur ras-le-bol face à ce géant californien. Alors je vous le demande, est-ce que l'article vaut-il vraiment le coup d'être lu ? Je l'ai lu, vous pouvez passer votre tour. Dans le Figaro, début septembre et jour de la rentrée, article très intéressant, c'est 7 jobs en or plein d'avenir sur lesquels les étudiants doivent miser. Là, je me dis, voilà un article génial. Enfin, un sujet qui va aider les jeunes. Et je ne me considère plus comme jeune, malheureusement. Et franchement, ça change des articles que l'on voit. Un jeune sur 2 ne sait pas lire, un jeune sur 2 va trop au McDo, il y a trop de chômage chez les jeunes, etc., etc. Alors pourquoi le choix de cet article, me direz-vous, si je ne peux pas faire de blague ? Eh bien, tout simplement pour ne pas oublier que le Figaro est un journal de droite. Du coup, si tu veux lire l'article et que tu es jeune, il va falloir payer. Mauvaise langue sur le Figaro qui met également des articles gratuitement en ligne, notamment un article sur trottinette électrique, les règles de circulation qui changent à la rentrée. Parce qu'il y avait les règles, point d'interrogation. Enfin, je veux dire, à Paris, tu croises des voitures sur les pistes cyclables, des cyclistes sur les trottoirs, du coup, les trottinettes, il leur restait quoi ? Je vous le demande. Et en fait, je cherche ma vanne, Philippe, mais je ne l'ai pas trouvée. Les règles changent et c'est important de retenir pour cela que l'article très complet, agrémenté d'une vidéo, d'annexes et d'informations ultra précises, vous résume qu'en gros, désormais, pour conduire une trottinette, il faut avoir plus de 12 ans, faire plus d'1,50 m et qu'il est interdit de prendre un passager avec soi, ni 2, ni 3, ni 4, et qu'on ne doit pas rouler à plus de 20 km/h. En fait, ce sont les règles d'avant, mais bon, on vous les rappelle dans un article du Figaro, et comme c'était déjà présent sur les applications, il n'y a eu qu'un copier-coller, c'est pour ça que c'était gratuit. Alors, question économie, en ce moment, on pense digital. Si, Florence, faites un effort, aidez-moi, on pense digital quand on pense économie. Et du coup, quand on pense économie digitale, on pense big data, on pense analyse, on pense algorithmie, on pense deep learning, on pense intelligence artificielle. Eh bien, Mediapart, cet été, sort un article sur ce sujet. Le titre est véridique. La gendarmerie ne parvient toujours pas à prédire l'avenir. Oui, c'est bien l'article que l'on trouve sur Mediapart. J'ai envie de me demander, qu'est-ce qu'ils ont bien fumé chez Mediapart ? Genre, la gendarmerie travaille avec une boule de cristal à la Madame Irma. Les gars, Minority Report, c'était un film. Je me dis, le journaliste, il était tellement dans le mal à passer ses soirées à regarder les reportages sur W9 du style « Un été chaud dans le sud de la France, alcool, drogue, les dessous de la canne-bière ou encore chauffard, voyou, les routes, les gendarmes sont tabous », qui s'est dit « Je vais pondre un article et imaginer que pour réduire la délinquance, on va regarder dans une boule de cristal ». Toujours chez Mediapart, un autre article cet été qui m'a plu et qui posait une question, somme toute, très importante. À quoi sert encore le taux de chômage ? Et la question est sérieuse. Alors j'ai lu cet article, puisque j'ai payé aussi, alors j'ai compris. J'ai compris que quand c'est favorable à leurs idées, c'est extrêmement utile et ça sert de preuve
mais que dans le cas contraire, c'est d'une utilité comparable à la fourchette sans dents ou encore à la bière sans alcool. Alors vous l'aurez compris, cet été, vous n'avez rien raté. Et du coup, je vous donne rendez-vous en fin de cette chronique éco pour vous parler un peu plus sérieusement d'un sujet très complexe, mais somme toute d'actualité, qui se prénomme vulgairement le quantitative easing. Ah, bravo. Bravo. C'est bien. Merci Sébastien Mazin-Pompidou. On voit qu'effectivement l'été fut chaud, avec des articles vraiment de fond, j'ai l'impression. Bref, en tout cas, merci pour cette jolie chronique économique. C'est vrai qu'en ce moment, c'est difficile de faire drôle avec l'économie, donc ça fait du bien de temps en temps. Allez, tout de suite, comme d'habitude, c'est la fin des infos, donc une jolie pépite musicale. Et puis ensuite, parole à nos invités du jour. On revient dans quelques minutes. Qu'est-ce que tu nous as mis là? Bah, c'est ton fichier. Hein. J'ai oublié de... Je sais plus. Ça, c'est Blaze. Ah, très bien. Ok. On va mettre des jeux de lumière et puis. Ah ouais, non, c'est le... Moi, ça me dérange pas. Jean-François, c'était déjà posé. Oui. Mais je ne sais plus ce que vous faites. Je suis le directeur général de l'agence de développement du Val-d'Oise. Ah oui, c'est vrai. Oui. Notamment. Pour vous donner une carte. Oui, c'est vrai, on avait échangé sur des sujets de création. Sans doute, oui. Ouais. J'en reviens aussi. Oui, avec plaisir. Si je vous suis sur Facebook. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup. Ouais. Vous en avez une aussi, non? Elle est dans mon sac. D'accord, on échangera peut-être. Évidemment, chez moi. Pardon? Ah oui, sur Chinois, j'arrive de Chine, j'étais en Chine avant-toi. Selon Pas les trop, pays. pas trop de circulation, Jean-François, de Horrible. dans Il y avait un Pontoise. accident. J'ai passé. Ok. La 15 a été bouchée à partir de Franconville, comme d'habitude. Est-ce que vous pouvez vous Fallait- rapprocher un tout petit peu? Est-ce que ça rentre pas dans le cadre? Ouais, c'est pour ça. Voilà, très bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, pour vous donner le timing, vers 10h, on va lancer la chronique d'Éric Danon, de Pascal Boniface. Donc voilà, donc on va pas faire beaucoup de pauses entre vous deux, on va faire juste une seule pause. Un petit sourire. Un petit sourire, oui. C'est tout faire. On y retourne. Oh, je sais pas. Allez, on va y aller. Donc Jean-François, on commence par toi. Moi, je m'adapte. Pas de problème. Aujourd'hui, nous voici de retour donc au bar de l'économie. C'était notre pause musicale avec Blaze, l'un de ses derniers titres que vous retrouverez facilement sur les réseaux. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Jordan Paquet pour sa start-up, la société T-Lips. Vous en saurez tout à l'heure, tout à l'heure. Restez avec nous, ce sera très intéressant. Et puis, je suis en compagnie de Jean-François Benon, qui est le directeur général du comité d'expansion économique du Val d'Oise. Alors Jean-François, rebonjour. Bonjour. Aujourd'hui, ensemble, on va passer de compétition entre places portuaires. On va parler de missions économiques au Japon, qui vont bientôt arriver, et puis de la situation économique, si vous voulez bien, du Val Bien d'Oise. sûr. Commençons avec... donc on a, bien sûr, tout le monde est au courant des deux sociétés de charter qui ont... Pas des qui ont- charters, enfin, ce qui ont- sont des compagnies qualifiées pour l'une de low cost, XL Voilà, de Airways. low cost. Pour Règle Azur, c'est une compagnie classique, hein, c'est une compagnie classique, effectivement. Et malheureusement, le secteur du transport aérien en France subit effectivement des situations très, très pénibles. Et si on rajoute en plus ce qui se passe pour l'agence de voyage d'origine anglo-saxonne Thomas Cook, Dont j'ai c'est annoncé, assez dramatique, voilà. effectivement. Et on voit là très concrètement ce qui est dénoncé depuis pas mal de temps par les organisations professionnelles du transport aérien, notamment la FNAM, qui est la Fédération nationale de l'aviation marchande, qui depuis des années signale que les compagnies aériennes sous pavillon français, le pavillon français, est en souffrance absolue dans ce pays, notamment parce qu'il est victime, le terme n'est pas le bon, mais il est soumis à des niveaux de taxation
qui ne sont pas identiques à ceux qui sont en service, en vigueur dans d'autres pays, y compris des pays européens. Et là, donc ça pourrait nous faire perdre des compagnies qui voudraient ça. C'est évident, il reste d'ailleurs, pour être parfaitement honnête, il reste quasiment plus de compagnies sous pavillon français, enfin j'exagère, mais de moins en moins. Une fois qu'on a enlevé la compagnie Air France, ensuite on descend dans des compagnies de taille beaucoup plus réduite, Air Caraïbes, Air Austral, French Bee, qui est une low cost liée à Air Caraïbes. Et puis on a vite fait le tour. Après on descend dans des petites compagnies qui exploitent des tout petits avions type Chalair ou Twinjet. Mais le pavillon français n'est plus que l'ombre de lui-même. Alors il y a Corsair aussi qu'il faut rajouter. Et c'est tout. Je veux dire, dans un pays comme la France, qui est un pays ouvert sur le monde et ouvert sur l'Europe, on a effectivement un milieu du transport aérien qui est en grande souffrance. Il y a eu au fil des années des tas de rapports qui ont été publiés par des sénateurs, des députés, pas tellement longtemps, le rapport Leroux, qui était le maire d'Épinay-sur-Seine, et des députés avaient fait un très bon rapport. Le constat, tout le monde le partage, un niveau de taxation supérieur en France. Je vous rappelle qu'il y avait la fameuse taxe Chirac sur l'environnement qui a été mise en place. C'était une taxe qui était en principe faite pour favoriser des projets un petit peu de développement durable en Afrique et ailleurs, qui n'est appliquée aujourd'hui que par 6 pays dans le monde, dont la France. Après, il y a 2 ou 3 pays africains qui l'appliquent, et puis c'est tout. Les États-Unis, l'Asie, aucun de ces pays n'applique cette taxe qui avait été imaginée pour être une taxe mondiale. Aujourd'hui, cette taxe, elle est payée par les passagers qui partent de France. Elle peut représenter des sommes importantes. Pour un passager en classe affaires, ça peut être une 60aine d'euros de plus sur le billet d'avion. On peut comprendre et elle tombe dans un fonds soi-disant international, mais qui en réalité est alimenté par 6 pays dans le monde, dont des pays microscopiques d'Afrique. Bon. Et donc c'est extrêmement pénalisant, parce que quand vous regardez aujourd'hui les comparateurs, et tout le monde aujourd'hui fait ça, regarde les comparateurs de billets d'avion sur Internet, eh bien, le pavillon français est immédiatement plus cher, puisqu'il subit le passager qui passe à Paris ou qui part de Paris, il va payer son billet d'avion, s'il est en classe économique, entre 4 ou 5 euros de plus, et s'il est en classe affaires, jusqu'à 60 euros de plus. Ce qui est quand même extrêmement pénalisant. Voilà, bon, on rajoute le niveau des charges sociales, le niveau des taxes. La compagnie Air France KLM, elle-même, le groupe Air France KLM, peut comparer en permanence la situation, puisqu'il y a 2 compagnies, la compagnie Air France qui est basée à Paris, bien sûr, Charles de Gaulle, et la compagnie KLM qui fait partie du même groupe. Le différentiel, c'est M. Spinetta qui disait ça, mais c'est toujours vrai, le différentiel uniquement en termes de charges fiscales entre les 2 compagnies de l'ordre de 30% entre Amsterdam et Paris. Enfin, on ne parle pas là de comparatif avec des pays asiatiques ou en développement. Donc on voit bien qu'aujourd'hui le niveau de taxation et de charges qui pèse sur le transport aérien français lui enlève toute compétitivité. Il faut rajouter à ça que les compagnies françaises en dehors du groupe Air France KLM sont des compagnies de petite taille. Avec Glazure, c'était une 15aine d'avions au grand maximum. Et puis XL Airways, c'est 4 avions. 4 avions. Je veux dire qu'il n'y a pas la taille critique pour tenir très longtemps si à un moment donné le coût du carburant augmente, etc. Voilà. Donc on est victime de ça, c'est gravissime. Là, en l'espace de 15 jours, c'est 2000 emplois qui sont menacés. Et nous, ça nous parle beaucoup, parce que quand on est dans un département comme le Val d'Oise, où le transport aérien est un moteur économique extrêmement puissant, autour de l'aéroport Charles de Gaulle notamment, quand une compagnie comme Glazure, qui est basée à côté de Charles de Gaulle, en Seine-Saint-Denis, XL Airways également, est basée en Seine-Saint-Denis, c'est tout près de chez nous, et les emplois sont extrêmement liés, parce que quand une compagnie comme ça cesse d'opérer, c'est pas uniquement les emplois des pilotes et des personnels de bord et du personnel de la compagnie qui disparaît, c'est aussi tous les sous-traitants, tous ceux qui font les plateaux repas, tous ceux qui s'occupent de l'avion au sol, etc. C'est une cascade de sous-traitants et d'opérateurs qui disparaissent en même temps. Alors, la nature ayant horreur du vide, d'autres compagnies arrivent. Sur le low cost long courrier, la compagnie Norwegian, qui est basée en Norvège, comme son nom l'indique, est extrêmement agressive. Elle n'est pas en très bonne santé non plus, mais son gouvernement l'aide, donc elle va s'en sortir sans aucun doute. Elle fait des prix extrêmement agressifs sur l'Atlantique Nord.
c'est qu'aujourd'hui, on peut trouver, sans forcer beaucoup, des allers-retours pour aller à New York à 250 €. Donc comment, dans ce type de compétition, des compagnies françaises soumises à des niveaux de taxes supérieurs peuvent résister, si vous voulez. Vous imaginez, sur un aller-retour transatlantique Paris-New York, la marge qui reste à la compagnie, une fois qu'elle a payé son carburant, qui représente en général 30 ou 40% du prix du billet, et qu'elle a payé les charges, les taxes, les redevances, etc., et les charges de l'aéroport Charles de Gaulle, qui ne sont pas les moins chères, Air France s'en plaint régulièrement. Voilà, donc on est sur des marchés qui sont soumis à des contraintes extrêmement fortes, et la situation, encore une fois, c'est pas moi qui le dis, il suffit de lire tous les rapports et de lire les communiqués de presse en permanence de la FNAM. Ce serait d'ailleurs intéressant un jour que vous proposiez au président de la FNAM de venir vous parler de ça, c'est assez passionnant. Aujourd'hui, notre pavillon français est en grande souffrance. On n'a peut-être pas fini de voir encore des compagnies françaises disparaître, elles ne sont pas en très bonne santé. Corsair n'est pas en très bonne santé. Air Austral ne gagne pas beaucoup d'argent. La seule qui s'en sort un peu, c'est Air Caraïbes, avec le groupe Dubreuil et French Bee, mais pour combien de temps, on ne sait pas. Et puis le reste, après, c'est Air France, qui n'est pas en grande bonne santé. Le niveau de marge d'Air France, c'est 2%. Là où Lufthansa est à 10 ou 10, British Airways doit être à 12, pour ne parler que de compagnies européennes. C'est pour vous montrer, ce qui est important de comprendre, c'est le différentiel, y compris avec des voisins immédiats. La marge d'Air France, c'est 2%. 2%, on ne peut pas investir dans des nouveaux avions, on ne peut pas investir dans le renouvellement des classes à l'intérieur des avions. On a un vieillissement moyen de la flotte, les avions d'Air France. La flotte d'Air France est relativement âgée par rapport à ses concurrents. Et donc avec 2%, quels que soient les talents du président d'Air France, qui sont réels, c'est quelqu'un de très dynamique et qui, je crois, est en train de prendre des bonnes mesures. Mais aujourd'hui, on parle d'attrition. L'attrition, c'est la réduction des capacités. On ferme des lignes, on réduit la voilure sur le nombre de fréquences dans les lignes. Air France n'est pas en très bonne santé. Et voilà. Alors du coup, on parle de compétition entre places aéroportuaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça, c'est un sujet qui nous intéresse très fortement dans le Val d'Oise. Pourquoi? Alors ça paraît très technique et on se dit c'est très éloigné de nos préoccupations immédiates. Je crois que là non plus, il ne faut pas se faire d'illusions. C'est des sujets qui concernent chacun des habitants de ce département, parce que le moteur économique, encore une fois, de l'aéroport Charles de Gaulle est important pour nous. Il y a au-delà des 90 000 emplois qui fonctionnent sur l'aéroport de Charles de Gaulle lui-même, il y a 300-400 000 emplois dans l'environnement de Roissy-Charles de Gaulle qui sont liés à l'activité de l'aéroport. C'est énorme. C'est énorme. Et donc, cet aéroport, vu de loin, on a l'impression que c'est une machine automatique à créer de l'emploi, à créer de l'activité économique, et c'est assez vrai. Depuis une vingtaine d'années, Charles de Gaulle a créé beaucoup d'emplois, et beaucoup d'habitants du Val d'Oise, de près ou de loin, sont liés à des activités qui ont trait à l'aéroport. Ils ont aussi eu en contrepartie pas mal de nuisances, c'est un autre sujet, et en Bien-les-Bains, on connaît ça. Mais au moins, si on a un peu de retour contre ces nuisances qui sont réelles de l'emploi, on peut admettre qu'il peut y avoir peut-être une forme d'équilibre. Aujourd'hui, les aéroports sont rentrés dans une ère de concurrence extrêmement forte. Alors qu'est-ce que ça veut dire la concurrence en matière aéroportuaire? Pour un passager qui part de France et qui voyage, la concurrence elle n'est pas très forte puisque on n'a pas beaucoup le choix. Quand on habite à Paris, on prend l'avion à Orly ou à Roissy, on ne peut pas aller prendre l'avion à Londres. Mais par contre, aujourd'hui, les aéroports et les compagnies vont chercher les clients dans d'autres pays que leur pays d'origine. Air France va chercher des clients en Espagne, en Italie, les amène par un vol moyen courrier jusqu'au hub de Charles de Gaulle, et c'est ce passager qui est monté à Madrid, qui est monté en Italie, à Rome, à Milan, qui est monté en Suisse ou ailleurs, qui va remplir en partie les avions long courrier, qui ensuite vont aller en Asie, aux États-Unis, en Italie, en Afrique, etc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur un vol long courrier au départ de Roissy, vous avez, selon les vols, entre 25 et parfois 50, voire 75% des passagers qui ne sont pas montés à Paris, qui sont des passagers en correspondance. C'est tout l'effet magique qui a été inventé dans cette notion du hub, c'est-à-dire qu'on va chercher du passager à l'extérieur et il va remplir, il va contribuer à l'équilibre financier des lignes long courrier. Sur un Paris-New York, c'est de l'ordre de mémoire, je ne vais pas dire de bêtises, de 50%. Quand vous prenez un Paris-New York au départ de Charles de Gaulle, 50%, la moitié des passagers ne sont pas montés, ne sont pas parisiens, ne sont pas originaires de France. On s'en rend pas compte, effectivement. Ils viennent d'ailleurs et ils changent d'avion.
Et nous-mêmes les premiers, quand on veut faire des économies, quand on veut aller à Asie, on regarde les comparateurs et parfois on va faire une escale. On va faire une escale à Dubaï sur Emirates, on va faire une escale à Francfort sous Lufthansa, on va faire une escale à Londres si on prend British Airways. Pourquoi? Parce que c'est moins cher. C'est un peu comme le prix des voitures. Voilà, il est toujours plus intéressant en France d'acheter des voitures étrangères. Les voitures françaises sont toujours plus chères en France, elles sont moins chères à l'étranger. C'est pareil pour les billets d'avion. Un billet d'avion au départ de votre pays, si vous prenez le vol direct de la compagnie nationale, il est toujours plus cher globalement que si vous faites une escale, parce que la compagnie qui propose l'escale, elle a envie de venir vous chercher et elle va casser les prix pour vous faire passer par Francfort, Amsterdam, voire les pays arabes, notamment les Émirats arabes unis, qui sont très agressifs avec Etihad à Abu Dhabi, avec Emirates, que tout le monde connaît à Dubaï, mais c'est aussi vrai pour Oman Air dans le Sultanat d'Oman, c'est aussi vrai pour d'autres, pour Turkish Airlines, très agressif aujourd'hui par la Turquie. Bon. Et donc la compétition des places aéroportuaires, ça veut dire que les aéroports et les compagnies se battent pour aller chercher ses clients. Et sur un aéroport comme Charles de Gaulle, je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais il est d'ordre d'un tiers. Vous avez sur Charles de Gaulle, sur les 73 millions de passagers de l'aéroport, un tiers de ces passagers qui ne sont pas montés à Paris. C'est les passagers qui changent d'avion, un tiers. Ce qui veut dire que si vous n'êtes pas capable d'attirer des gens qui viennent des autres pays, on peut perdre en quelques jours. Le passager aérien, c'est une matière première, excusez-moi l'expression, totalement volatile. Aujourd'hui, vous décidez de passer par Charles de Gaulle, demain, vous pouvez décider de passer par Amsterdam ou par Londres. Je veux dire, c'est pas... voilà. En dehors du passager qui est originaire de Paris, qui lui, encore une fois, n'a pas beaucoup de choix, qui représente, on va dire, 60% du trafic, les autres passagers, ils ont le choix. Ils peuvent changer d'avion dans un autre aéroport. Et donc, pour qu'on puisse baisser les prix des billets, notamment la compagnie Air France, il faudrait que les taxes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et bien expliqué d'ailleurs, Oui. merci beaucoup pour ces explications, il faudrait que les taxes baissent. Est-ce que l'État ou Écoutez, il y a eu des assises, il y a quelques mois, le gouvernement a lancé, et je crois que la prise de conscience, elle existe dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres. Il y a eu les assises du transport aérien qui ont été organisées par la ministre des Transports et de l'Équipement il y a quelques mois. Ça a duré pendant des mois, des auditions, des débats, etc. Très honnêtement, moi je ne suis pas un spécialiste, mais les professionnels du transport aérien vous disent que ce qui est sorti de ces mois de concertation dans ces fameuses assises du transport aérien, le constat il est totalement clair, il est lucide. Il y a un différentiel de l'ordre de 30% entre la compétitivité de la France sur le marché du transport aérien par rapport à ses compétiteurs, y compris proches en Europe. Donc le constat, tout le monde est d'accord. Le problème, c'est que les assises n'ont pas fait il n'y a pas eu beaucoup de propositions d'amélioration ou de baisse. On a annoncé quelques vagues baisses de taxes, mais pas du tout dans les proportions nécessaires pour maintenir cette compétitivité. Donc encore une fois, à Roissy, aujourd'hui, la situation, elle est que si la compétitivité de la place aéroportuaire parisienne diminue, eh bien le passager, il n'aura pas intérêt à changer d'avion à Roissy, il aura intérêt à changer d'avion à Amsterdam, à Francfort, à Madrid ou à Londres, qui sont des grands hubs également européens, mais il peut aussi changer d'avion. Le passager qui vient de New York à Osaka, il peut faire Osaka, Heathrow, New York, où il peut passer par la Turquie, sur Turkish Airlines, il peut passer sur Emirates, il peut changer d'avion dans au moins une dizaine de hubs différents dans le monde pour faire ce trajet entre l'Asie et les États-Unis. Je prends cet exemple. Voilà. Pourquoi viendrait-il changer d'avion à Paris ? Parce que la compétition, parce que le prix serait moins élevé et la qualité du produit meilleure. La compagnie Air France est une très bonne compagnie, mais ses prix sont souvent plus élevés. Regardez les moteurs de recherche, c'est souvent plus élevé, à cause précisément de ces taxes. Alors, en quoi ça nous concerne ? Ça nous concerne que si demain on perd 30% des passagers de l'aéroport Charles de Gaulle, eh bien on perd 30% de l'activité. L'aéroport de Paris considère statistiquement, et tout ça a été prouvé, qu'un million de passagers sur l'aéroport Charles de Gaulle, ça génère quasiment automatiquement 4000 emplois. À peu près 2000 emplois directs sur l'aéroport et 2000 emplois indirects autour de l'aéroport. Voilà, c'est à peu près vérifié en permanence. Je vous laisse imaginer si un tiers des passagers de l'aéroport, qui sont des fameux passagers en correspondance, demain, ce chiffre baisse, et il peut baisser. Le passager parisien, globalement, les 40-45 millions de passagers qui partent de Paris et qui passent à Charles de Gaulle, ceux-là, ils vont rester à peu près stables, il n'y a pas trop d'inquiétude. Mais les 25 millions de passagers qui ont le choix de changer ici ou là, demain ils peuvent changer d'avion ailleurs, et si on les perd sur l'aéroport Charles de Gaulle, eh bien je vous laisse imaginer l'impact pour tous ceux qui travaillent autour du transport aérien, de l'emploi des compagnies aériennes bien sûr, mais un passager aérien,
ça fait travailler énormément de gens dans des domaines auxquels on ne pense pas. Le fournisseur de plateaux repas, bien entendu, ça on y pense, le carburant, mais les gens qui travaillent dans les hôtels de la plateforme aéroportuaire, les gens qui travaillent dans la fourniture des coussins que l'on met à bord, ce qu'on appelle l'armement de l'avion. On a fait une étude, nous, au CEVO, il y a quelques temps, avec l'association du Pays Roissy, qui est devenue l'association des acteurs du Grand Roissy, pour voir la différence entre un avion basé et un avion non basé. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous avez un vol d'Emirates qui arrive à Paris, il va acheter à Paris les plateaux repas et le carburant, mais c'est tout. Tout ce qui est à l'intérieur de l'avion, il va l'acheter ailleurs qu'en France. L'avion d'Air France qui est basé à Paris, tout ce qui est à l'intérieur, il y a 900 objets différents dans un avion. 900, on a fait c'est l'étude qui le prouve. Ça va depuis ce qu'il y a dans les pochettes, ce qui est les coussins, les couvertures, enfin, c'est énorme dans un avion. Énormément de choses. Voilà. Tout ça, l'avion d'Air France, il l'achète dans le secteur. Il l'achète même assez souvent en Île-de-France. Parce qu'il y a des politiques de RSE, y compris chez Air France aujourd'hui, qui fait travailler des ESAT, ils font travailler des établissements, y compris pour personnes handicapées, etc. L'avion d'Emirates, lui, le passager, il sera transporté, hein, ça ne change rien pour lui. Bon, dans un avion à Paris, que ce soit Emirates ou Paris, il va voyager pareil. La seule différence, c'est que l'avion d'Emirates, lui, il va acheter rien dans le secteur. Il ne va rien acheter en France en dehors du carburant et du plateau repas. Ça change tout. Et donc, c'est bien gentil de dire, de toute façon, si Air France n'est plus là demain, il y aura d'autres compagnies, certes, mais un avion d'Air France, il donne du travail. Et au-delà du pilote, parce qu'on pense toujours au pilote ou au personnel de la compagnie, c'est très bien, mais en réalité, un avion, ça fait travailler énormément de gens dans des domaines très différents, y compris des TPE, et je vous dis en plus, y compris des sociétés du secteur social et du secteur des personnes handicapées. Sébastien Mazin-Pompidou, vous voulez intervenir, vous poser une question à Jean-François Bonneau? Une petite remarque sur ce pitch qui est très complet et très intéressant, mais j'ajoute aussi que le passager en transit, c'est un vrai business. Les aéroports investissent énormément au quotidien pour créer de nouveaux services, pour ajouter de nouvelles boutiques. Il n'y a qu'à aller dans le nouveau hub de Roissy ou même d'Orly qui ont ouvert dernièrement. Vous allez découvrir des services nouveaux, des boutiques nouvelles, pour toujours satisfaire l'expérience utilisateur lorsqu'il vient. Et quand on parle aéroport, au-delà du prix, on pense aussi à la qualité de l'escale que l'on va pouvoir faire. Combien de clients qui se rendent en Asie vont se dire « je vais m'arrêter à Dubaï parce qu'il y a une super loterie qui me permet de gagner une voiture ». C'est quelque chose qui est ancré dans les mentalités. On imagine que l'aéroport de Dubaï sera plus confortable, qu'on pourra manger dans un cadre plus sympathique, etc. Et ça joue aussi sur ce transit, et c'est aussi pour ça que les pays arabes misent énormément sur leurs aéroports pour capter et attirer toujours plus de nouveaux clients. Mais la vraie difficulté, vous touchez du doigt un vrai sujet, la vraie difficulté, c'est que le gouvernement, les gouvernements de ces pays ont fait du transport aérien un véritable moteur économique. C'est-à-dire que c'est un choix assumé. Quand on est à Dubaï, l'aéroport est une stratégie portée plus au niveau de l'État par le gouvernement. C'est une filière économique assumée, revendiquée. Nous, en France, on a l'impression que le transport aérien, alors je vais être affreux en disant ça, mais c'est un peu la vache à lait pour quand on a une nouvelle taxe à inventer, on dit tiens, on va mettre une nouvelle taxe sur les passagers aériens. Voilà. Et c'est tout à fait différent. Et à force de surcharger par des taxes successives les passagers qui prennent l'avion, eh bien, on en arrive au résultat où on perd en compétitivité et où la place aéroportuaire, alors quand on dit la place aéroportuaire, ça veut dire Roissy, Orly, Le Bourget, en ce qui nous concerne en Île-de-France, eh bien, elle est en souffrance, elle peut être en souffrance très vite par rapport à des compétiteurs, et encore une fois, on les connaît sans aller très loin, Amsterdam, Francfort, Londres, Dubaï et les autres. Est-ce que vous pensez, Jean-François Bonneau, que le séminaire d'Atlanta qui va arriver va changer quelque chose? Changer, certainement pas, mais c'est très important de prendre conscience et de se parler. Et de regarder ce qu'on appelle les bonnes pratiques ou ce qui fonctionne ailleurs. Avec Aéroport de Paris, avec l'alliance Upstart Paris Région, dans laquelle nous faisons partie, nous avons mis cette alliance en place pour faire ce qu'on appelle du marketing territorial. Aujourd'hui, il faut vendre la place aéroportuaire dans le monde pour la rendre la plus attractive possible et pour répondre effectivement à ce qu'on disait à l'instant, parce que l'image de l'aéroport Charles de Gaulle à l'international n'est pas bonne. Dans les classements des aéroports, aujourd'hui, tout est classé. Dans le classement des aéroports, l'image de Roissy était en général dans les queues de classement des grands aéroports, des 30e places, c'est tout à fait scandaleux. Et tout doucement, avec les efforts d'Aéroport de Paris, la place a un petit peu remonté dans l'appréciation de l'expérience passager, ce que vous évoquiez il y a un instant. Ça commence par l'état des toilettes et par l'amabilité du personnel qui vous répond dans les guichets d'information, par le nombre de
kilomètres à faire pour changer d'un avion à l'autre, etc. Aujourd'hui, ça remonte un petit peu parce qu'ADP met des moyens considérables, mais on n'est pas tellement bien classé par rapport si vous regardez l'aéroport de Changi à Singapour, qui est toujours numéro 1 mondial, il y a une vraie différence avec l'aéroport Charles de Gaulle, il faut en avoir conscience. Donc, il est important de se comparer avec les autres aéroports, parce que si on ne se compare pas, on n'a pas conscience de ce qui nous arrive. Hein. À force de prendre Air France, les gens qui ne prennent qu'Air France, ils ne se rendent pas compte que les autres compagnies font des efforts dans d'autres domaines, et que les gens qui ne prennent que Charles de Gaulle ne se rendent pas compte que dans d'autres aéroports, c'est un peu différent. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut en permanence expliquer les atouts de ce territoire, parce qu'il y a énormément d'atouts. La place aéroportuaire de Charles de Gaulle, elle est très riche. Et c'est l'aéroport, mais c'est aussi des centres de formation, c'est également les parcs des expositions à proximité immédiate de l'aéroport, c'est des zones hôtelières exceptionnelles, etc. Donc il faut expliquer, il faut vendre, il faut faire du marketing territorial à l'international. Et il faut s'inspirer de ce qui marche bien dans le monde. Et donc le séminaire dont on parle, il est organisé depuis une dizaine d'années maintenant par les collectivités territoriales, par Aéroport de Paris, par tous les acteurs publics, privés autour de l'aéroport, dans le cadre de cette fameuse alliance qu'on appelle Upstart Paris Région, dont nous faisons partie. Et il s'agit là d'aller discuter avec les autres places aéroportuaires du monde. Il y aura 40 places aéroportuaires qui seront présentes à ce séminaire international à Atlanta, et d'écouter déjà ce qui se fait ailleurs, d'écouter ce qui marche ailleurs, s'en inspirer, et partager, parce que les préoccupations sont les mêmes, et y compris sur le développement durable autour des aéroports. L'idée, c'est pas un développement forcené qui génère des nuisances, c'est justement voir comment on peut faire du développement durable autour des aéroports. Il y a des pays, je vous le dis, qui sont très en avance sur ces questions-là. Voilà, donc il va falloir, ça va être l'occasion, encore une fois, cette année comme les années précédentes, de mesurer comment nous nous situons, nous, par rapport à nos compétiteurs, à nos amis, mais à nos collègues, mais à nos compétiteurs également, d'expliquer ce qui a bien marché, de regarder ce qui marche bien dans certains cas, de regarder ce qui marche mal, de regarder comment nous nous situons dans les indicateurs. Et après, le séminaire ne résoudra pas tout, mais ça permet la prise de conscience et peut-être de prendre des décisions d'amélioration. Merci beaucoup Jean-François Venon pour ce tour d'horizon sur les places aéroportuaires, la compétition, les difficultés des compagnies françaises. On va faire tout de suite une nouvelle pause musicale et on revient dans quelques minutes pour d'autres sujets. Je propose qu'après on aborde la mission économique au Japon ou la situation économique du Val d'Oise, comme vous voulez. Non, L'électro, ça ira vite sur le Japon. aujourd'hui. Oui, très électro. Sur le Japon, je vais aller vite. Faut vraiment, s'il vous plaît, rapprochez-vous. D'accord, mais je suis pas bien. Je suis désolé. Sur ces trucs, il faudrait mettre des roulettes dessus parce que C'est compliqué. ils sont pas Parce que faciles à ça manipuler. résonne, Oui, je comprends, je suis désolé. Non, mais J'essaye de. c'est pas mais grave. c'est parce que je suis pas bien. Installez-vous confortablement, Jean-François. C'est pas facile. je suis désolé. On va peut-être parler plutôt de la situation économique parce que le Japon, il n'y a pas grand. Enfin, on va pas dire. Bon, enfin voilà. C'est juste, on va indiquer qu'il y a un voyage qui se prépare. Oui, Est-ce que vous avez déjà les entreprises Une sont partie, déjà... oui, il y a déjà une partie de sociétés. Oui. Est-ce qu'il y a des nouvelles entreprises qui veulent exporter Oui, il y a pas mal de sociétés, des PME, PMI dans le domaine aéronautique notamment. Il y a ROC, il y a Olympique Peinture, il y a... Ah bah c'est bien, on va pouvoir en parler un petit peu. Donc, je ne les ai pas toutes en tête. Non, pas dans mais, on a effectivement... il y a la Chambre de commerce, évidemment, il y a Pierre Cuchy, il y a la société de... Le problème, c'est que je n'ai pas tous les noms des sociétés en tête. non, de toute façon, on ne va pas tout citer, Oui. c'est juste pour dire, est-ce qu'il y a des nouveaux Oui, arrivants, oui, est-ce qu'ils viennent du Val d'Oise ou Ah oui, d'ailleurs? bien sûr, mais c'est des nouvelles entreprises du Val d'Oise. D'accord. Il y en a pour certaines qui ne sont jamais allées au Japon. Donc c'est un peu une Alors Jean-François, j'ai initiative. pas eu le temps de vous présenter Jordan Paquet, Oui. vous connaissez peut-être? On a échangé les cartes de visite, effectivement. Vous allez voir, Vous êtes un start-upper. très belle start-up, Ce que j'ai compris. très intéressante. D'accord. Dans Ah, deux, en famille, là. Voilà. Faites quoi? Rappelez-moi ce que vous faites. des serious games. Serious Game, Ah oui, Et- d'accord. notamment un simulateur pour la formation des enseignants. Ah oui, vous êtes Et dans un les site. tech, vous aussi, comme Beignet-Lu, etc. Notre copain, là, c'est super. Vous êtes bien vous travaillez avec le conseil départemental qui est en train de lancer toute une dynamique sur les tech dans les Val d'Oise, non? Non. Ils vous ont pas repéré. Il faut qu'on va échanger les cartes, je vais m'occuper de ça. Parce que le département croit beaucoup au EdTech. Et ils essayent de lancer toute une dynamique autour de ça, y compris en lien avec l'international. Alors, sachant qu'on est la seule tech en France Oui. qui s'occupe de la formation C'est en des live. enseignants sur Facebook, Oui, d'accord. Oui. pas sur la partie étudiants. Tu vas sur barre de l'économie. Les lycéens, pour les aider à D'accord.
Vous, c'est quoi la cible? IDFM Radio Anguin. Non, tu vas Ah sur oui, page c'est pareil, sur c'est barre de des l'économie. Ah oui, oui, bien sûr. C'est quoi? C'est des formes de MOOC ou des choses comme ça C'est un simulateur. Un simulateur. Simulateur, on a des élèves virtuels. Allez, il va Si nous tu veux expliquer envoyer tout ta- ça après, on y Si tu veux retourne. envoyer, si tu veux envoyer ta chronique, ça va à 4. On va pas le faire parce qu'on n'a pas le temps. Non, non, mais si tu veux envoyer- On va peut-être qu'on va le faire demain finalement. On va voir. On va en parler après. Bien sûr. Au bar de l'économie, aujourd'hui, vous venez d'entendre Calvin Harris. Calvin Harris, bien sûr, le très connu qui gagne à tous les coups. Et je suis aujourd'hui en compagnie de Jordan Paquet, président de Telips. Vous allez voir, notre start-up du jour. Et puis de Jean-François Benon, le directeur général du comité d'expansion économique du Val d'Oise, avec qui nous venons de faire un tour d'horizon sur les problèmes et les compétitions entre les places aéroportuaires. Alors, autre sujet, si vous voulez bien, Jean-François Benon, c'est la situation économique du Val d'Oise. Où en est-on après l'été ? Bah écoutez, le Val d'Oise ne se porte pas mal, tout dépend de quoi on parle. C'est toujours le problème quand on parle du développement économique et de l'attractivité économique et de la situation économique. Le Val d'Oise est un département qui continue à attirer des entreprises, on n'est pas en déshérence du tout de ce point de vue-là. Il y a d'ailleurs très peu, regardez l'actualité économique du territoire, il y a très peu de défaillances d'entreprises. Il y a des parties du territoire national où des sociétés ferment, des plans sociaux, des fermetures d'établissements industriels. Ce n'est pas le cas dans le Val d'Oise, on touche du bois en disant ça évidemment, mais on n'est pas du tout en déshérence sur le plan de l'attractivité et de l'implantation. Et d'ailleurs, notre ami ici présent est un témoignage du dynamisme des start-up et de toute cette dynamique entrepreneuriale dans le Val d'Oise, autour de Cergy-Pontoise, autour de la vallée de Montmorency, en particulier chez Plaine Vallée, où il y a cette pépinière dont on va parler dans un instant, et il y a des projets qui se précisent, puisque dans quelques jours, dans quelques semaines, va ouvrir une nouvelle pépinière magnifique à Cergy-Pontoise, s'appelle la Turbine. On a toute une dynamique là entrepreneuriale qui nous réjouit et qui est vraiment extrêmement remarquable. On vient d'ouvrir, la présidente du département, du conseil départemental, Marie-Christine Cavecchi, visitait il y a quelques jours avec les élus de Cergy-Pontoise la nouvelle pépinière d'entreprise, incubateur, qui est située dans le cadre historique de l'abbaye de Maubuisson, qui est destinée à accueillir des jeunes créateurs d'entreprises dans le domaine des arts, enfin de l'art et de la culture. C'est des domaines qui créent aussi des emplois. Et donc aujourd'hui, l'abbaye royale de Maubuisson, fondée par Blanche de Castille, n'est plus simplement un lieu de culture, c'est aussi un lieu de développement économique. Et il faut là aussi s'en réjouir. Donc voilà, notre département reste attractif, le nombre d'établissements continue à augmenter, c'est un bon signe. Il n'y a pas, depuis 20 ans, il n'y a pas une année dans le Val d'Oise où le nombre d'établissements du département a baissé. Alors il y a des renouvellements, il y a des entreprises qui disparaissent, il y en a qui apparaissent, mais globalement le chiffre est bon et continue à progresser. Donc on est de ce point de vue-là plutôt heureux et plutôt satisfait de l'attractivité du territoire. Par contre, quand on a dit ça, on a dit que on a fait que la moitié du chemin, parce que le sujet qui nous préoccupe dans le département, c'est aussi, c'est principalement, je devrais dire, les habitants de ce territoire. C'est pas tout de faire venir des entreprises. On est très content au Cévaux et on en fait venir, on est très fiers. Mais on ne fait que la moitié du chemin, parce que si les entreprises qui s'installent dans le Val d'Oise, à un moment donné, ne recrutent pas des habitants du département, on n'a résolu qu'une partie du sujet et on n'a pas contribué à améliorer ce qui se passe tous les matins sur l'autoroute A15 où vous avez ces fameuses migrations alternantes, comme on dit avec ce langage technocratique, qui veut dire qu'il y a des gens qui tous les jours font des embouteillages. Partent du Val d'Oise pour aller travailler à Paris, à la Défense ou ailleurs et viennent encombrer les autoroutes, les lignes de RER dans l'état dans lequel on les connaît d'ailleurs en ce moment, qui ne sont pas forcément toujours brillantes. Et ça, c'est du mal-vivre, c'est pas de la qualité de vie, etc. À terme, l'idéal, ça serait effectivement que les habitants du Val d'Oise puissent avoir une qualité de vie qui fasse que leur emploi soit le plus près possible de leur lieu de résidence. Et quand on fait venir une entreprise, notre vraie réflexion, notre vrai sujet, c'est comment on peut faire pour que cette société qui s'installe puisse, alors immédiatement si elle se crée et qu'elle recrute, mais parfois les entreprises qui s'installent, elles viennent avec des salariés qui déménagent. Alors on est très content pour l'activité économique, mais ce n'est pas elles qui vont immédiatement recruter forcément beaucoup de gens du territoire. Ça se fait petit à petit. Quand la société Atos est venue s'installer à Beson avec 5000 emplois, on était très heureux sur le plan de l'attractivité économique, de l'image internationale de notre département. Mais combien d'emplois immédiatement en arrivant à Atos à recruter à Beson? Très peu en réalité. Ça se fait au fil du temps et puis progressivement les gens qui travaillent chez Atos
se disent que le Val d'Oise c'est un département pas désagréable du tout pour habiter, et puis ils déménagent, quand les familles s'agrandissent, ils reculent, ils quittent Paris et viennent s'installer au Vert dans la vallée de Montmorency ou en Enghien-les-Bains, ils ont raison. Et là, ça commence à participer à l'activité des habitants. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête en permanence. Alors autant on peut être satisfait sur l'attractivité du territoire en termes d'implantation et de développement des entreprises, autant on a encore des gros progrès à faire. Et quand je dis gros progrès, c'est facile à dire, c'est même pas à nous, c'est pas un sujet facile. Nous, on n'a pas la capacité à forcer une entreprise à recruter un salarié valdoisien. Et ça se joue à des choses qui remontent très en amont. Pourquoi sur l'aéroport Charles de Gaulle, dont on parlait tout à l'heure, sur les 90 000 emplois de l'aéroport, il y en a toujours, depuis 20 ans, le chiffre n'a quasiment pas évolué. Il y a à peine, on va dire, 16%, 16 à 17% des emplois, des 90 000 emplois de l'aéroport qui sont occupés par des habitants du Val d'Oise. C'est anormal. Ce chiffre était à 15% il y a 20 ans, il est passé péniblement à 17%. Comment se fait-il que tous ces emplois qui se créent sur l'aéroport, dans les hôtels, aujourd'hui sur Charles de Gaulle, on ouvre quasiment un hôtel nouveau de 300 chambres tous les mois, enfin j'exagère, mais c'est à peu près le rythme. Il y a énormément le pôle hôtelier est en plein développement. Et on se rend compte que les chiffres de l'emploi occupés par les habitants du Val d'Oise continuent à stagner. Il y a donc un véritable problème. C'est un problème qui remonte loin. C'est des problèmes de formation, c'est des problèmes de compétences, c'est des problèmes de maîtrise de la langue anglaise, en particulier sur l'aéroport. C'est des problèmes d'accessibilité. Quand il faut prendre son service à 4 h du matin sur l'aéroport, si vous n'avez pas un véhicule, les transports en commun ne sont pas ce qu'il y a de plus facile, y compris pour venir de Garges-les-Gonesse ou de Sarcelles, situé à peine à 5 ou 6 km. Si vous n'avez pas un véhicule, si vous n'êtes pas autonome, comment vous faites pour aller travailler à Charles de Gaulle? Enfin, je caricature tout ça, mais c'est une réalité. Donc le combat à mener dans ce département, il est bien sûr un combat d'attractivité, c'est le boulot du CEVO et on le fait aussi bien qu'on le peut avec l'expérience qui est la nôtre, depuis plus de 40 ans, 45 ans maintenant. On a cette compétence et je crois qu'on ne le fait pas si mal que ça, mais la deuxième partie du travail, c'est comment on fait pour que l'employabilité des habitants du Val d'Oise soit bonne, pour que ensuite ces habitants trouvent des emplois dans les entreprises du territoire. Et là, on n'est pas encore tout à fait satisfait. Voilà. Dernière chose, il y a quelque chose qui nous fait plaisir dans le Val d'Oise, c'est qu'on parle en France depuis quelques années beaucoup de la désindustrialisation du pays. Quand on regarde les statistiques au niveau national, l'industrie recule. En Île-de-France, il y a 20 ans qu'on perd des emplois industriels tous les ans. Alors, ils sont remplacés par des emplois dans les nouvelles technologies, dans le tertiaire, c'est très bien. Mais en attendant, notre tissu industriel, il est en souffrance. Et la France est un pays qui se désindustrialise, comme d'autres pays européens riches d'ailleurs. Mais en Val d'Oise, on a d'abord résisté beaucoup mieux que les autres départements avec la Seine-et-Marne et les Yvelines. En Île-de-France, le Val d'Oise a longtemps résisté, c'est-à-dire qu'on perdait quasiment pas d'emplois industriels. On n'en gagnait plus, mais on n'en perdait quasiment pas. Bon, depuis une petite dizaine d'années, c'est plus vrai. On perd des emplois industriels, beaucoup moins que la moyenne régionale. Donc le Val d'Oise reste un département industriel et de plus en plus technologiquement industriel d'ailleurs, c'est des très belles entreprises. Mais aujourd'hui, ce qui nous fait plaisir dans le Val d'Oise, c'est de voir que depuis 3 ans, nous avons des implantations d'établissements industriels exceptionnels. Au cours des 2 ou 3 dernières années, le Val d'Oise a accueilli, je prends quelques exemples, l'implantation à Bonneuil en France, à cheval d'ailleurs entre Duny et Bonneuil en France, de nouvel établissement d'Airbus Hélicoptère. Airbus Hélicoptère qui s'est installé à Bonneuil en France et à Duny, c'est un bâtiment de 80 000 m². Je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente. Ça a été, l'année où il a ouvert, de très loin, la plus grosse unité industrielle ouverte en France. C'est 1100 emplois industriels. Ils font les pales des hélicoptères d'Airbus Hélicoptère. C'est de la très haute technologie, c'est ce qu'on appelle l'usine du futur, c'est l'usine 4.0, c'est la French Fab, c'est tous ces labels qui viennent montrer qu'il existe encore un avenir pour notre industrie. Bon, quelques temps avant, on avait eu l'ouverture d'une unité de fabrication, de maintenance ce qu'on appelle les aérostructures par le groupe Air France Industrie. C'est un superbe établissement qui a ouvert à Roissy en France et qui est à la pointe de ce qui se fait de mieux en matière d'industrie aéronautique. Et c'est magnifique à visiter. D'ailleurs, ils ont prévu des circuits de visite pour les scolaires, et ça, c'est un sujet dont on peut en parler parce qu'il est très important. Ils avaient ouvert 1 an avant un énorme site industriel également, pas tellement en nombre de salariés, mais surtout en ampleur. C'est le site qui permet de Zénith et Helios, c'est le nom de
code de ces deux établissements qui permet de faire la maintenance de ce qu'on appelle les big engines, les gros moteurs d'avion. Quand vous êtes sur un Boeing 777, ces gros moteurs qui vous tiennent en l'air, il y en a 2 sur l'avion, ils ont intérêt à être en bon état. Ils sont maintenus dans ce site qui est à Roissy en France, qui est un investissement industriel considérable. C'est des montants d'investissement considérables et c'est dans le Val d'Oise. Oui, donc on peut être content que le Val d'Oise... Et je vais citer un dernier exemple, mais on peut en citer beaucoup d'autres. Vous avez la société Dassault qui est Argenteuil historiquement, elle va décider, pour des raisons qui lui appartiennent, de contraindre un établissement un peu vieillissant sur le plan industriel, de quitter Argenteuil, mais elle a décidé de rester dans le Val d'Oise, heureusement pour le Val d'Oise, c'est un peu dommage pour Argenteuil, et elle va s'installer à Cergy-Pontoise. Dassault a décidé d'ouvrir une usine de 50 000 m². 50 000 m² de bâtiments industriels, l'usine 4.0, ouverture prévue en 2021. C'est entre 700 et 900 emplois industriels qui vont être fixés là dans le Val d'Oise. Et je rappelle que Dassault, dans le Val d'Oise, ils construisent la partie avant des Falcon, des avions d'affaires, et qui font le corps central du Rafale. C'est pas de la petite industrie. Et en 2021, quand cette usine de 50 000 m² va ouvrir à Cergy-Pontoise, ça sera sans doute l'établissement industriel le plus important également de l'année. Voilà. Sans compter l'établissement qui a été ouvert par Sagem Défense Sécurité à Éragny-sur-Oise il y a 2 ans, qui est ce qui se fait de mieux en matière d'optronique, de travail sur les centrales inertielles des avions. C'est 1500 ingénieurs et techniciens supérieurs qui se sont installés dans un nouveau technocampus à Éragny-sur-Oise. Et on peut multiplier, et je ne parle pas des TPE, PME, on a tous les jours, nous, des PME, PMI qui investissent dans des nouveaux outils de production industrielle, y compris des petites entreprises. On parlait de Olympique Peinture, une toute petite entreprise qui fait du contrôle non destructif pour l'industrie aéronautique. C'est une entreprise qui doit employer une quinzaine de salariés. Ils ont un nouveau bâtiment industriel magnifique qui a ouvert à Frépillon. Voilà, tout ça, ça participe à cette dynamique industrielle. Et notre tissu industriel, il est en pleine renaissance, en plein développement, et on en est vraiment sincèrement très fiers, parce qu'on nous bassine, excusez-moi l'expression un peu vulgaire, en nous disant que l'industrie est en mauvais état en France. Oui, globalement, mais sincèrement, dans un territoire comme l'Île-de-France, où le coût de la main-d'œuvre est pas donné, où c'est pas toujours facile, etc., les entreprises, elles continuent à investir dans des outils de production qui font rêver sur le plan international. Et je termine en disant que je visitais il y a quelques jours la société Lisi Aerospace à Saint-Ouen-le-Mode, qui est une entreprise installée déjà depuis quelques années dans le Val d'Oise, qui est en plein développement. C'est la société qui fait ce qu'on appelle les rivets, les fastening systems, qui permettent d'accrocher. Il n'y a pas un avion dans le monde qui vole où il n'y a pas des... un avion, c'est 1 million de rivets. Hein. Voilà, ils sont fabriqués à Saint-Ouen-le-Mode. Et cette usine était déjà assez brillante, elle était totalement en pointe. Aujourd'hui, le groupe Lisi, qui est un groupe familial dans l'automobile, l'aéronautique et le médical, a décidé d'investir considérablement à Saint-Ouen-le-Mode, l'établissement de Saint-Ouen-le-Mode, et ce qui se fait de mieux aujourd'hui en France en matière d'usines aéronautiques. Ils sont à la pointe, ils sont dans tous les labels, l'usine du futur, l'industrie 4.0. Les process, quand vous visitez cette usine, vous avez l'impression d'être dans une unité quasiment informatique. C'est-à-dire que tout est automatisé et le personnel n'a pas baissé. Au contraire, ils recrutent en permanence. Il y a 700 salariés qui sont entre 600 et 700 salariés qui sont dans cette unité de production à Saint-Ouen-le-Mode. Il faut voir que l'industrie aujourd'hui est en plein renouvellement numérique, mais c'est reste de l'industrie. Et la fierté que nous avons, c'est que le Val d'Oise concentre toutes ces réussites industrielles. Alors justement, on reproche aux entreprises de ne pas assez exporter. Bientôt se profile votre mission au Japon. Est-ce qu'il y a des nouvelles entreprises qui rejoignent pour pouvoir exporter, et dans quel domaine? Oui, alors nous avons effectivement, comme chaque année, une mission économique. Vous savez que le Val d'Oise a des liens avec le Japon, en particulier avec Osaka, depuis plus de 30 ans maintenant. Et nous avons chaque année une opération de promotion du Val d'Oise au Japon. Et nous en profitons toujours pour proposer à des entreprises du département qui s'intéressent à découvrir ce marché, notamment des primo-exportateurs vers le Japon, de venir avec nous. On a effectivement une délégation d'entreprise qui sera au Japon, accompagnée d'ailleurs par Pierre Cuchy, le président de la Chambre de commerce et d'industrie, par la CPME, le CEVO qui est organisateur, mais tout ce petit monde travaille ensemble. Là aussi, voilà une marque de fabrique du Val d'Oise, les réseaux fonctionnent bien les uns avec les autres. Et nous aurons effectivement de nouvelles entreprises qui vont découvrir le marché japonais, notamment dans le domaine de l'aéronautique. Nous serons à Nagoya, qui est l'épicentre de l'aéronautique japonaise. C'est l'épicentre de
de l'industrie automobile avec Toyota, c'est Toyota City, Nagoya, mais c'est également là où est fabriqué le Mitsubishi Regional Jet, qui est le nouvel avion civil japonais et qui souhaite faire appel à beaucoup de sous-traitants européens et pas uniquement américains. Donc il y a des places à prendre sur ces programmes civils japonais et nous montons ces visites et ces rencontres pour des PME. On amènera par exemple des nouveaux entrants, la société Roth qui est à Taverny, qui viendra, on parlait d'Olympique Peinture, Monsieur Boubacar Hadji sera présent également avec nous, avec ces deux entreprises qui travaillent pour l'aéronautique. Voilà, on aura une dizaine de PME, PMI du Val d'Oise, notamment aéronautique, qui seront présentes pour identifier des pistes d'opportunités d'affaires dans ce grand pays qu'est le Japon. Donc si on veut encore participer à cette mission, c'est possible. Bien entendu. Le départ, c'est quand ? Le départ est prévu le 3 novembre prochain. Le 3 novembre, et pour pouvoir participer, eh bien, il suffit contacter le CEVO. Il suffit d'appeler le CEVO au Voilà. 01 34 25 32 42. Merci beaucoup Jean-François Benon pour ce tour d'horizon. On va tout de suite changer de sujet et on va passer la parole à notre start-up du jour. Alors Jordan Paquet, vous êtes président de TLIPS. TLIPS, ça veut dire techno-ludique, immersive plutôt, pédagogique, programme. Mais en même temps, vous faites référence aux philosophes. Expliquez-nous alors comment est venue déjà cette idée et pourquoi faire référence à ce philosophe ? Alors, TLIPS, c'est effectivement une technologie ludique, immersive, pédagogique, programmée et stimulante, mais c'est aussi effectivement un clin d'œil à Théodore Lipps, le fameux philosophe du 19e siècle qui a travaillé sur l'empathie. L'empathie, pourquoi ? Puisqu'on développe, nous, beaucoup de solutions de formation. On essaye de faire en sorte que les apprenants puissent se projeter concrètement sur un métier, sur une nouvelle pratique. Et donc, ça fait appel effectivement beaucoup à l'empathie. Et on a également une spécialité dans le domaine de l'enseignement, puisque... Enfin, deux activités, on peut dire, Voilà, pour la formation. deux Une, c'est le Serious Game, qu'on connaît dans les entreprises. Vous allez nous expliquer dans quelques minutes comment. Voilà. Et la deuxième, pour les enseignants, c'est ça ? Exactement, donc c'est-à-dire qu'on a une activité prestation de service où on propose tout notre savoir-faire dans le domaine du Serious Game sur la formation professionnelle pour l'entreprise. Et ce savoir-faire, on le met également à profit d'une solution qu'on développe en notre nom propre, qui s'appelle T-Prof. Et donc c'est le tout premier simulateur d'enseignement en France. T, trait d'union prof, un simulateur d'enseignement. Alors comment ça vous est venu cette idée de simuler l'enseignement ? Alors tout simplement puisque moi-même j'ai eu l'occasion de préparer le concours du CAPES pour devenir professeur de PS. Et c'est à cette occasion que j'ai pu me rapprocher des membres du jury au concours pour essayer de voir un petit peu quels étaient les critères d'évaluation des futurs enseignants. Et c'est à ce moment que je me suis rendu compte que la totalité des critères étaient basés sur des éléments théoriques, donc didactiques, sur vraiment la matière à enseigner, mais aucun critère sur vraiment l'art de transmettre, l'art d'enseigner, l'art vraiment de la pédagogie. Et donc c'est là où je me suis intéressé un petit peu à ce sujet-là. J'ai eu l'idée de T-Prof il y a maintenant 12 ans et j'ai eu donc l'envie de pouvoir monter moi-même en compétence sur l'aspect digital. Parce que vous n'étiez pas informaticien, si Je vous n'étais vouliez pas informaticien, j'étais pédagogue. devenir prof de sport, Voilà, rien à voir. j'étais pédagogue et sportif et il me manquait la case digitale, donc effectivement je suis monté sur l'île donc, à l'époque pour passer mon diplôme d'ingénieur pédagogique multimédia. Ensuite, j'ai fait mes armes donc, dans un studio de jeux vidéo dans le sud de la France, donc à Valence, où on a commencé donc, En dessous de Lyon, à mettre en place donc, des premiers jeux éducatifs pour les enfants. Alors, sachant que ma spécialité est plutôt de la formation pour adultes, j'ai ensuite été repéré par un entrepreneur sur Paris qui m'a fait monter sur l'Île-de-France et qui m'a confié une entreprise, concrètement, pour que j'ai dirigé pendant 8 ans, qui est devenue elle-même leader sur le marché du Serious Game ces dernières années, qui m'a permis de faire plus de 150 projets de Serious Game pour des entreprises du CAC 40, mais également des grands comptes ou même des PME, et qui du coup, moi, m'a permis de monter en compétence sur tout l'aspect méthodologie de production, stratégie d'entreprise, ainsi de suite. Et donc là, l'idée, c'était de me dire, à un moment donné, il faut que je me lance. J'ai cette idée depuis bien longtemps maintenant. Donc je me suis associé avec donc une personne qui s'appelle Frédéric Delahalle. Et tous les deux, nous avons donc monté TLIPS dans l'objectif vraiment de monter donc T-Prof, t-prof.fr d'ailleurs, où effectivement l'ambition c'est vraiment de créer un outil qui vienne compléter, et le mot est important, hein, vraiment compléter la formation actuelle des futurs enseignants, de les aider vraiment à se projeter sur ce qu'est un élève, ce qu'est la relation entre oui, parce que finalement les professeurs reprochent suffisamment, on l'entend suffisamment souvent, qu'ils n'ont pas d'expérience, il n'y a pas de stage, ils n'ont pas le temps, et c'est pas facile de réagir avec des élèves.
Ça dépend à quelle classe d'âge on a déjà. Effectivement, aujourd'hui, pour devenir enseignant, c'est 4 ans d'études, un concours sur 4 épreuves, purement théoriques. Et à l'issue de ce concours, on est pris et on est projeté devant les élèves à mi-temps. Donc le système change un petit peu aujourd'hui puisque donc, les SP sont devenus les INSP. Mais en fait, la problématique est pire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus 4 ans d'études, mais c'est 5 ans avant le concours. Et une fois qu'ils auront leur concours, ils seront projetés devant les élèves. On est projeté comme ça en direct, Voilà, sans formation. C'est encore Donc, plus compliqué. avec tes profs, vous voulez finalement rendre cette pratique beaucoup plus facile. Et vous faites ça accessible, oui, vous faites ça avec l'Académie de Versailles. Tout à fait. Expliquez-nous ce partenariat. Alors on travaille main dans la main avec l'Académie de Versailles, donc, qui nous a ouvert les portes du site d'Antony et de Gennevilliers, avec qui donc, on travaille sur une phase d'expérimentation qui a eu lieu donc, sur le dernier trimestre 2019, sur l'année 2019. Où on a pu accompagner donc, des Master 2 notamment sur le programme de formation pour devenir enseignant, donc Master MEF. Et ça nous a permis notamment d'avoir des résultats assez concluants parce qu'on a publié un rapport d'expérimentation en ce début de mois qui démontre que 90% des enseignants stagiaires estiment que tes profs est un très bon outil, je reprends les termes exacts, de formation professionnelle et que c'est vraiment très utile pour eux. Ça va les amener à mieux enseigner, à mieux anticiper le quotidien et ça leur permet vraiment de réfléchir sur la posture, sur le geste professionnel. Alors expliquez-nous un petit peu, détaillez-nous un peu comment. C'est-à-dire vous mettez en situation les professeurs, qu'est-ce que vous avez imaginé comme situation différente? L'idée c'est vraiment de calquer au plus proche du réel. Donc on se retrouve via une interface, donc on peut jouer sur smartphone, sur tablette ou sur ordinateur. Et donc en face de nous, on a un groupe d'élèves virtuels qui est à même de penser, puisqu'on travaille également avec un laboratoire sur Paris, donc le LIPSIS, qui est spécialisé dans l'intelligence artificielle. On travaille également avec le laboratoire EMA donc, sur les sciences de l'éducation et l'intervention qui nous apporte toute cette partie contenu. Donc quand vous dites laboratoire, ce sont des groupes de recherche au sein de l'université? L'université, tout à fait. Donc le laboratoire EMA est rattaché à Cergy-Pontoise. On travaille également avec Franck Jamet qui est aussi rattaché à l'université de Cergy-Pontoise sur toute la partie psychologie de l'enfant. Et ce triptyque finalement de recherche nous permet de dire on a des contenus qui sont scientifiquement prouvés, qui sont issus également de situations réelles, puisqu'on a accès à une base de données assez importante de vidéos qui ont été tournées dans des classes, qui nous permettent de dire, voilà un scénario réel, et ensuite à nous de composer sur ce que pourrait être ce scénario réel si jamais on changeait quelques variables. Et donc ce modèle est validé ensuite par la partie psychologique, donc Franck Jamet, qui intervient pour dire oui effectivement cet élève-là pourrait être effectivement amené à réagir de telle façon si au lieu de lui dire si on lui aurait dit ça globalement. Donc on valide des modèles et ces modèles sont intégrés dans ce qu'on appelle une intelligence artificielle. Donc on enrichit une base avec beaucoup de comportements d'élèves pour amener nous progressivement ces élèves à devenir de plus en plus autonomes au sens informatique du terme, à savoir qu'ils sont vraiment amenés à réagir de telle façon à ce que nous-mêmes en tant que développeurs on n'est pas forcément amenés à anticiper ce qu'ils vont dire. Alors actuellement, c'est la version bêta-test, on va dire, tout à fait. De tes profs, tes traits d'union prof. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire sur cette version bêta-test? Est-ce que les profs, les jeunes profs peuvent aller tester jusqu'où? Tout à fait. Aujourd'hui, donc, sur le site t-prof.fr, vous avez plusieurs modules qui s'adressent vraiment à un public assez large. Le premier, c'est vous souhaitez devenir enseignant, mais vous n'avez pas forcément connaissance de ce qu'est le métier, même si vous avez, on a tous, j'ai envie de dire, un proche autour de nous qui est enseignant. Il y a quand même 1 million de profs en France, donc ça couvre une bonne partie. Et donc à partir de là, ça peut donner envie, mais qu'est-ce que le métier d'enseignant? Au final, on a beau aimer les enfants, on a beau aimer pas mal de choses, qu'est-ce que vraiment un élève et qu'est-ce Comment transmettre aussi avec la nouvelle génération et toute la digitalisation, tout à fait. L'Internet qui offre beaucoup de solutions de formation. Alors aujourd'hui, du coup, sur T-Prof, on a mis en place un module qui s'appelle T-Prof Initiation, qui vous permet de vous confronter à 12 mises en situation différentes, qui vont de la maternelle jusqu'au CM2, et qui vous permettront de voir ce qu'est une classe. On n'est pas sur une classe difficile en ZEP, parce que l'objectif c'est vraiment d'aborder les balbutiements de la pédagogie, de vous confronter vraiment à un élève, dont certains forcément seront un peu perturbateurs, c'est un peu aussi l'enjeu, mais qui vont vous permettre de voir ce qu'est l'autorité, ce qu'est une bonne clarté d'instruction, ce qu'est... On évoque beaucoup de sujets, même techniques concrètement, qui vont vous permettre même, si vous n'êtes pas en formation, de voir un petit peu ce que vous allez apprendre lorsque vous serez face aux élèves. Et puis, collé à ça, vous avez également, on a interrogé beaucoup d'enseignants sur le terrain pour savoir quelles étaient leurs premières questions. Quelles sont les questions les plus courantes finalement des jeunes enseignants? Oui, parce qu'on se demande s'il n'y a pas une évolution dans la demande de transmission justement. Est-ce qu'il ne faut pas enseigner autrement? Alors ça, c'est une d'ailleurs des questions qu'on met dans le package, puisque
on apporte 90 réponses aux 90 questions les plus fréquentes, dont celle-ci, faut-il enseigner autrement et pourquoi? Dans quel intérêt? Est-ce que c'est une obligation ou est-ce qu'au contraire c'est un choix de l'enseignant? Et c'est toujours bien sûr le choix de l'enseignant. Mais après derrière, on donne des billes justement pour ça. Donc c'est une partie d'ailleurs qui est très très appréciée par les Master 2 sur l'INSPE. Et puis ensuite, on a également les profs en formation, vous voulez dire? Voilà, les profs en formation, donc anciennement l'IUFM. Et puis, on a également développé, donc là, ça vient de sortir sur le mois de septembre, des modules plutôt pour les profils expérimentés, sur une thématique assez particulière qui est l'école inclusive, donc l'inclusion d'élèves handicapés ou même en difficulté, on appelle ça les élèves à besoin d'éducation particulier. Et donc on leur apporte aujourd'hui des 5 mises en situation qui vont leur permettre d'être confrontés à un dyslexique, à un dyspraxique, à quelqu'un qui est en hyperactivité ou même, on a même le syndrome de Pica. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le syndrome de Pica. Moi je ne sais pas personnellement. Voilà, mais ce sont les élèves qui mangent tout ce qu'ils ont à portée de main. Donc ça peut être des gommes, des crayons, ainsi de suite. Donc c'est assez compliqué à gérer, mais donc on aborde tous ces sujets-là. Et c'est des sujets sur lesquels les enseignants ne sont pas forcément formés aujourd'hui, qui soient aujourd'hui dans le cursus de formation initiale, mais également tout ça permet de les repérer plus vite pour un prof qui n'est pas au courant finalement. On dit qu'il y en a de plus en plus des enfants qui sont dès quelque chose, dyslexique, dyspraxique, je ne sais pas. Tout à fait. Et donc l'idée, c'est effectivement, on a notamment une situation qui permet d'identifier lequel des élèves parmi ceux qu'on propose en face de nous a une difficulté ou potentiellement est handicapé. Et donc à partir de là, on entraîne à l'identification et on entraîne également après derrière au suivi. Alors tout ça, là, on peut déjà le tester sur votre version light. Tout à fait. Alors, une version light qui est gratuite, qui est plutôt sur la partie découverte initiation. C'est vraiment les balbutiements. On a un package initiation, donc je ne sais pas si je peux donner les prix, mais c'est 5 € sur le package avec 12 mises en situation plus les 90 questions-réponses. Et puis ensuite, on a également un autre module qui est Tes profs école inclusive, donc à 10 € et qui permet de s'entraîner sur les 5 fameuses situations pour l'inclusion des élèves en difficulté ou handicapés. On va passer la parole à Sébastien Mazin-Pompidou qui souhaite poser une question. Donc Sébastien. Une petite question pour vous, Jordan. Je trouve le sujet hyper intéressant. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a un moyen de vérifier la progression des profs en formation? Et est-ce que vous avez imaginé une sorte de certification qui validerait le nombre des acquis? Et après, quelle est la suite que vous imaginez pour tesprofs.fr? Alors effectivement, ce sont beaucoup de sujets qui sont abordés aujourd'hui. On s'entretient souvent aussi avec le ministère de l'Éducation nationale pour justement aborder ces sujets-là, puisque nous sommes aujourd'hui la seule EdTech qui justement propose une solution pour compléter la formation des enseignants. Normalement, c'est vraiment une partie chasse gardée du ministère et des INSPE. Donc l'idée, c'est effectivement de voir comment on peut travailler ensemble. La certification aujourd'hui, elle n'existe pas, d'accord. L'objectif, c'est d'abord effectivement de démontrer que cet outil fonctionne, et c'est ce que nous avons fait avec l'Académie de Versailles, donc on est déjà très fiers. C'est une première étape qui, on l'espère bien sûr, en amènera d'autres. Donc aujourd'hui, on a 4000 utilisateurs sur Tes profs, donc on est loin du million concrètement des enseignants. Aujourd'hui, la formation des enseignants, en termes de suivi, je ne me prononcerai pas, ce n'est pas ma partie, c'est vraiment une partie qui est faite par le ministère. Nous, de notre côté, sur notre plateforme, on propose aujourd'hui aux académies, notamment aux directeurs académiques au numérique en France, de pouvoir suivre la progression de leurs enseignants et de leurs inspecteurs sur notre plateforme. C'est-à-dire qu'on ouvre des accès sur une plateforme en ligne, tout simplement, et ils ont un accès, une visibilité sur le nombre d'enseignants qui se connectent, qui progressent également, puisque nous, on apporte également des suivis où derrière chaque situation, on a un feedback, un bilan en fait, qui est vraiment personnalisé, qui nous permet de voir quels sont nos points forts, nos points d'amélioration. Et donc par rapport à ça, ce sont des éléments qu'on peut remonter également en termes de suivi. Et en termes d'avenir, je vous le dis tout de suite, on travaille aujourd'hui sur une version plus complète, puisqu'aujourd'hui, comme on l'a dit, on est sur une version bêta. L'objectif pour nous, c'est que, l'intelligence artificielle soit plus enrichie pour vraiment permettre un degré de réalisme plus important. Mais c'est aussi concrètement d'aller plus loin dans le suivi concrètement et dans tout ce qu'on peut apporter aux enseignants en termes de retour, de retour terrain. Et quand je dis ça, c'est-à-dire qu'on travaille à générer des situations qui vont les entraîner. C'est-à-dire qu'en fonction de ma propre pratique dans Tes profs, je me rends compte que j'ai une difficulté sur l'autorité, et bien l'outil va me proposer, va générer de nouvelles situations qui vont me permettre de m'entraîner sur cette thématique-là. Oui, donc ça c'est ce qu'on travaille. Donc ça c'est l'accompagnement des profs voilà, et à long terme finalement. Exactement. Et donc Jordan Paquet, vous êtes incubé à Plaine-Vallée, à Montmagny. Quels sont vos besoins actuellement en tant que chef d'entreprise ?
Aujourd'hui, on a un besoin de visibilité, c'est-à-dire qu'on est très heureux sur Montmagny, on va y rester parce qu'effectivement c'est une très bonne pépinière. L'objectif pour nous, c'est effectivement, alors déjà, moi, je partage tout ce que disait M. Benon, à savoir que dans le Val d'Oise on vit bien, donc c'est plutôt une bonne chose, donc on n'a pas besoin de meilleurs locaux ou de plus grands, ou ainsi de suite. Nous sommes une petite start-up qui effectivement grandit, mais qui grandit sur la toile concrètement, parce que les outils que nous faisons sont digitaux. Par contre, on a besoin de visibilité. Et donc, c'est notamment ma présence aujourd'hui, de faire connaître Telips, tant pour les sociétés qui veulent se lancer dans la mise en place d'une formation plutôt à caractère innovant, donc qu'elle soit ludique ou technologique, c'est tout notre savoir-faire, et puis également une visibilité en Ile-de-France, parce qu'aujourd'hui, on travaille avec l'Académie de Versailles, avec des résultats qui sont vraiment très concluants, parce qu'il faut savoir que 100% des anciens formateurs avec qui on travaille ont commandé donc la version T-Prof pour la nouvelle promo, donc on sait qu'il y a des séances qui sont déjà prévues sur décembre, janvier, ainsi de suite. Et donc on souhaite ouvrir bien sûr cette collaboration aux autres académies, Créteil, Paris, mais également après derrière en France concrètement. Donc on est en discussion avec certaines académies de Lille, de Reims, ainsi de suite. Donc l'objectif c'est ça pour nous. Est-ce que ça s'ouvre finalement, les académies restent ouvertes, sont ouvertes à votre proposition? Alors oui. Quand ils ont compris effectivement ce qu'on propose, puisque quand on parle d'outils numériques dans le domaine des enseignants, la remarque qu'on nous dit c'est que vous allez remplacer les profs. Alors que pas du tout, concrètement. C'est un complément, c'est un complément, c'est une aide d'ailleurs pour les profs et non pas un remplacement. On travaille vraiment en complément de la formation et notamment c'est pour ça qu'on travaille avec les SP pour... Oui, parce qu'il faut dire que vous avez une autre activité, que c'est là-dessus que vous appuyez, vous faites du serious game, c'est-à-dire c'est de la formation en entreprise pour motiver des équipes souvent commerciales ou autres, ou de services après-vente, pour les aider à se former, pareil, à réagir à des clients. Exactement. C'est ça qui vous permet de financer tes profs, j'imagine. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on a une activité B2B qui nous permet de générer du chiffre d'affaires et de la rentabilité. Et donc ensuite, l'ensemble de bénéfices que nous pouvons en générer, on l'injecte sur tes profs. Voilà, donc si vous êtes intéressé par tes profs ou par le Serious Game, comment on fait pour vous contacter, Jordan Paquet? Eh bien, t-lips.com, donc t-li2ps. Voilà, et vous choisissez entre soit un complément de formation pour les profs, soit de jouer au Serious Game avec le développement donc, de Jordan Paquet. On va faire notre émission aujourd'hui avec l'économie. Alors, Sébastien Mazin-Pompidou, que signifie le quantitative easing? Effectivement, c'est un choix d'article que l'on a fait par rapport à l'actualité où l'on a entendu un assouplissement des règles monétaires proposées par les banques centrales et ce mot quantitative easing est réapparu. Il est apparu pour l'une des premières fois en Europe auprès de la Banque Centrale Européenne, c'était dans les années 2015. Et l'idée de cette petite chronique de 2 minutes, compte tenu du temps qui nous reste, c'est de vous expliquer ce qui se cache derrière ce mot barbare. Quantitative easing en français, c'est assouplissement quantitatif. Et c'est une politique monétaire très controversée qui consiste à faire racheter par les banques centrales la dette souveraine émise dans la même monnaie. En d'autres termes, pour faire face à une faible croissance ou à un risque de déflation, qui est la baisse des prix durables dans le temps, une banque centrale de type BCE peut décider de racheter la dette émise sur le marché par la France, l'Allemagne ou l'Espagne par exemple. Ce type d'intervention n'apparaît que lorsque toutes les politiques monétaires conventionnelles ont été épuisées, notamment la baisse du taux principal directeur. Par ce rachat, la Banque centrale espère ainsi continuer à faire baisser les taux au long terme pour faciliter l'accessibilité au crédit, la relance par l'investissement et l'emploi. Vous l'aurez compris, pour vulgariser le quantitative easing, c'est un petit peu comme si la France émettait des dettes et que c'était sa propre banque centrale qui l'a racheté. Donc c'est plutôt pratique puisque pour le coup c'est la création de monnaie qui n'impacte pas vraiment. Donc c'est quelque chose qui est très tendance, très suivi. Les grandes banques centrales se sont toutes confrontées à ça puisqu'elles souhaitent maintenir la croissance, qu'à force de baisser leurs taux, elles s'aperçoivent qu'on n'arrive pas à relancer l'économie. La Banque centrale a même des taux négatifs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand les banques font des dépôts auprès de la Banque centrale, elles payent ce service là où jusqu'à le présent, elles étaient rémunérées. Et donc cette technique de quantitative easing est pour le coup très sérieusement étudiée et mise en place pour relancer la croissance économique et favoriser cette reprise. Oui, mais alors quels sont les risques de cette politique? Alors le risque, c'est que à partir du moment où on a mis le doigt dans l'engrenage, comment on s'arrête? À partir du moment où vous avez donné la possibilité aux banques et surtout aux États d'émettre des dettes en sachant que ces dettes vont être achetées, donc vous allez maintenir un taux d'emprunt artificiellement bas, ça devient très tentant pour un pays, je prends la France puisque l'Allemagne emprunte beaucoup moins, d'émettre des dettes à foison, sachant pertinemment que derrière la Banque centrale va les racheter. Donc le premier défaut, c'est ce risque
d'addiction, un peu comme une drogue, dans la mesure où c'est très simple à mettre en place et que ça pourrait justifier des dépenses assez colossales. Merci Sébastien Mazin-Pompidou. Mais alors quel est l'objectif de recourir tout le temps à cette technique? Et l'objectif donc de recourir à ce genre de technique, c'est qu'aujourd'hui, on a bien vu, depuis maintenant un peu plus de 10 ans, les taux des banques centrales ont progressivement baissé, l'objectif étant de favoriser l'accès au crédit pour les ménages comme pour les entreprises. Et grâce à cette technique-là, on a la possibilité d'aller au-delà et de favoriser toujours l'accès au crédit de façon la plus simple et la moins chère possible. Merci beaucoup à tous pour votre présence en studio ce matin. Merci Sébastien pour cette chronique. On vous retrouve le mois prochain. Moi, je vous retrouve dès demain. Bonne journée à tous. À demain.